Bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission Bien vivre simplement. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous et j'espère que vous avez le moral surtout. Aujourd'hui, nous allons accueillir déjà un homme, c'est très rare finalement dans l'émission. Un homme, on va dire, qui a eu un parcours de vie assez atypique et que voilà, je suis très très heureuse en tout cas de le recevoir et j'espère que vous allez également partager avec moi cette belle émission. Bonjour Guy. Bonjour. Ça va Guy? Ça va bien. Bon Guy, je ne sais pas trop comment commencer finalement parce qu'on a parlé de tellement de choses. Guy, est-ce que vous pouvez juste vous présenter aux téléspectateurs? Alors je m'appelle Guy Alouchery, alors mon parcours de vie en fait au départ est comme tout le monde, et puis un jour subitement à 38 ans, 38 ans. Une crise cardiaque. Une crise cardiaque, et puis ce qui en suit, des incapacités à certaines choses, des choses simples de la vie. Par exemple, je venais d'avoir ma troisième enfant, une fille, et j'avais 2 garçons précédemment. Et puis, on s'aperçoit que on pourra pas jouer au ballon avec elle, par exemple, parce qu'au bout d'un moment, on s'essouffle. Parce que c'était une crise cardiaque relativement sévère. Vous êtes allé un peu vite. Ouais. Vous êtes né où, Guy? Alors, moi, je suis né à Boulogne-sur-Mer. D'accord. Par rapport aux Antilles, l'intérêt, c'est que on a nos carnavals dans le Nord aussi. On a le sens de l'hospitalité. Donc, c'est pour ça que je me trouve depuis plus de 10 ans aux Antilles. Et que vous avez des enfants, 3 enfants? 3 enfants, 2 enfants d'un premier mariage. Un garçon et une fille? 2 garçons. D'accord. Ils ont quel âge, du coup? Ils ont 32 et 30 ans. 32 et 30, voilà. Et le dernier à quel âge? Et la dernière, elle a 21. Bon, vous avez des petits-enfants? Une petite qui a un peu plus d'1 an et que j'ai vu très très peu du coup avec la maladie. Voilà, avec le Covid. Surtout. Oui, surtout, voilà, oui, c'est vrai, j'oubliais. Donc vous avez grandi où, Guy? Alors j'ai grandi un peu partout parce que mon père était fonctionnaire, donc on a commencé à Boulogne-sur-Mer, donc après on a été 1 an et demi en Algérie. Mon père était là-bas pour la coopération, pour aider à la reconstruction du pays après la dépendance. Et puis après on est remonté sur Dunkerque. D'accord. Après La Rochelle, voilà. Et on est descendu sur La Rochelle. Et puis j'ai surtout fait mon adolescence sur Bordeaux en fait. D'accord. Vous avez eu quel parcours professionnel, quel cursus scolaire déjà? Alors, je me suis arrêté au bac informatique, en fait. D'accord. Voilà, un bac informatique. Et puis après, j'ai passé les concours de la fonction publique, en faisant d'autres petits travaux, comme peintre en bâtiment, des choses, petites choses comme ça, en attendant de trouver un poste. Donc, j'ai été reçu à un concours. Et puis j'ai donc été responsable d'un centre de traitement des statistiques à Boulogne-sur-Mer. Donc on traitait les statistiques de pêche venant des criées. Et puis avant ça, j'avais été dans un grand centre informatique à Saint-Malo. D'accord. Et donc ça, c'est essentiellement dans l'informatique, parce que vous aimiez ça, parce que vous avez un intérêt particulier? Dès l'âge de 12, c'était une passion. C'était ma première passion. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous aimiez dans l'informatique? Un peu la rigueur là, et ça me canalise un peu quoi, parce que j'ai un peu tendance à m'envoler dans tous les sens. Et puis malgré tout, il y a un sens quand même de la création quand même. C'est vrai, je rejoins. Voilà. J'ai un cursus informatique aussi à la base, donc je connais. Oui, voilà. Donc j'étais programmeur en fait. Voilà. Et puis après, j'ai basculé plus vers ce qu'on appelle l'exploitation, c'est-à-dire dans les grandes salles informatiques, à gérer les différents programmes, les sorties, etc., les réseaux. Et je me suis marié, et puis j'ai eu mes 2 premiers enfants à Saint-Malo. Et puis la vie a fait que on s'est séparés. Et du coup, je suis remonté seul avec mes 2 enfants parce que j'ai élevé mes enfants tout seul. C'est vrai. Oui, mais parce que ça s'est passé comme ça. Mon épouse en fait est partie avec un homme qui avait beaucoup plus d'âge beaucoup plus âgé. Et moi j'étais vraiment papa poule quoi. Donc, ils avaient quel âge à l'époque? Ils avaient 2 ans et quelques mois.
2 ans et quelques mois? Oui, 3 mois. Ouais. Quand ça a commencé, on s'est séparés assez rapidement, ce qui fait que je me suis retrouvé papa poule, on va dire, un enfant de 2 ans et de 3 mois. Ah oui. Et sa mère a accepté que je les garde, qu'on essaie. Puis elle se voyait pas les garder par rapport à. Et c'était quand même déjà très courageux de votre part déjà. Oui, j'étais déjà un parcours un peu particulier. Et puis voilà. Alors après, j'ai eu besoin de changement, donc du coup, j'ai décidé d'avoir une opportunité donc sur Boulogne-sur-Mer pour aller donc travailler et comme il y avait ma famille, mon parrain, ma marraine, des choses comme ça. Et puis, je suis remonté sur ce poste sur Boulogne-sur-Mer. D'accord. Et pendant quelques années, où j'ai continué à élever mes enfants seul, avec quelques petites anecdotes du genre, quand on rentre à l'école en primaire, on passe une visite avec un médecin scolaire. Et quand j'ai passé la visite, la dame a dit, mais le soir, donc vous remettez vos enfants chez la nounou? Non, je les garde. Et elle ne comprenait pas que je pouvais faire la lessive, la vaisselle, occuper les enfants, faire à manger. Oui. Et j'y arrivais quand même ça, c'est il y a 30 ans. Hein. 30 ans, des années 80 à peu près. Voilà, donc c'était déjà un peu atypique à l'époque, un papa qui s'occupait particulièrement d'un Vous êtes resté avec bébé, combien de temps, du coup? Vous êtes occupé de combien de temps? 7 ans à peu près. Ah oui, quand même. Et à quel moment vous êtes arrivé, du coup, en Martinique? Alors après, Boulogne-sur-Mer, je suis rebondi, donc j'ai été remarqué un peu au niveau qu'on appelle du ministère, en fait, de la mer à l'époque, l'ancienne secrétaire d'État, et qui est devenu ministère de la mer. Et le responsable informatique m'a contacté pour monter, donc en fait, ça a commencé l'informatisation avec les micro-ordinateurs en fait, et m'a contacté pour monter un bureau informatique sur son central à Paris, quoi. D'accord. Voilà, donc et là, j'ai progressé, j'ai créé le premier site internet du ministère de la Mer qui s'appelait à l'époque France Océan, et un des même tout premiers sites web même du gouvernemental orienté vers et après, voilà. Et vous êtes arrivé en Martinique quand, alors? Donc, il y a plus de 10 ans, donc l'année de Dine, en fait. L'année de Dine. Alors, j'essaie de retracer. À 38 ans, vous avez eu un événement, comment qualifier, je ne sais pas, un événement dans votre vie. Soudain, vraiment, il n'y avait aucun... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait... j'avais eu des petites douleurs à la poitrine avant. Vous aviez déjà eu des signes quand même? J'avais été voir mon docteur, mais comme je fumais beaucoup à l'époque, donc je fumais pratiquement des fois jusqu'à 2 paquets de cigarettes, relativement stressé. Et puis, le docteur me dit, arrête de fumer un peu, c'est peut-être des irritations de l'œsophage. Et moi, j'arrive à mon boulot comme ça, et puis panne d'ascenseur. Et ce jour-là, on avait un gros serveur informatique à déplacer. À l'époque, les services informatiques, les serveurs, ça pesait une plombe. On part à 2 pour le faire, on montait l'escalier avec. Et puis mon collègue est appelé par mon directeur pour un problème sur des choses européennes. Et là, sur le coup, j'ai rien sorti. J'ai monté cet ordinateur tout seul et un quart d'heure, 20 minutes après, je ne me sentais pas bien. Et quand c'est comme ça, on a tendance, comme on a envie de vomir tout ça, j'ai été dans les toilettes et puis là, vraiment, ça allait pas mal. Et j'ai eu la chance, en fait, comme c'était la direction de la mer, il y a un service de médecins des gens de mer. Et il y avait un médecin des gens de mer à l'époque sur place qui tout de suite a diagnostiqué que j'avais une crise cardiaque. Une crise cardiaque à 38 ans. Voilà, à 38 ans, donc ce qui était un peu anodin. Et voilà, donc je me suis retrouvé emporté à l'hôpital. Ce jour-là, je me rappelle, parce que j'étais conscient, il neigeait un petit peu et j'étais, je sais pas, ils avaient dû sortir une vieille ambulance, vraiment, vous savez, dans les films rouges, un peu genre... oui, truc de Noël, voilà. Vent de chevaux, quoi, mais en ambulance. C'était vraiment pas du tout le modèle top niveau, quoi. Et puis quand on arrive sur l'hôpital, voilà,
j'entends le conducteur dire attention, ça glisse, et puis il y avait un peu de verglas. Et puis ça a glissé comme ça, puis on dérapait, et puis c'est vrai que bon, quand on est là comme malade, on se dit qu'il est en train de finir en fait, pour grosso modo, quoi. Et puis bon, voilà, et puis bon, du coup, ils sont intervenus, ils ont débouché donc au niveau des artères, voilà, donc je me suis retrouvé arrêté pendant 1 mois, et avec une insuffisance cardiaque en fait. D'accord, depuis l'âge de 38 ans. Voilà. Donc ça, il faut dire qu'après, c'est un problème familial. J'ai 2 frères qui ont eu ce petit genre de soucis, et ils sont d'ailleurs tous les 2 décédés suite à ça. Et puis après, la vie doit reprendre, donc j'ai repris mon travail. Avec les 2 enfants en bas âge? Non, à l'époque, donc j'avais rencontré ma deuxième compagne, et donc j'avais eu donc 1 an avant votre ma troisième enfant, donc une fille, donc ce qui m'avait fait relativement plaisir. Je sais qu'on a eu que c'était une fille, des petites larmes qui étaient venues, quoi. Bon, c'est vrai, 2 garçons, après, voilà. Et puis, je me suis retrouvé donc hospitalisé au mois de février, pour la Saint-Valentin d'ailleurs, comme cadeau, il y a mieux. Et puis, voilà. Et donc ça, c'était, en 38 ans, donc une fois que vous avez fait cet arrêt cardiaque, quel était votre quotidien de vie? Est-ce que vous aviez des médicaments à prendre? Comment ça se passait? Alors là, ça a commencé, on va dire qu'à l'époque, j'ai peut-être une dizaine de médicaments à prendre tous les jours. Et bon, je pouvais, j'avais une activité, on va dire, relativement normale, sauf dès que j'accélérais, quoi, dès que je voulais courir. Un exemple avec ma fille, quand il a fallu apprendre du vélo, on fait comme tout le monde, on tient la selle, on enlève les 2 roues, on tient la selle. Moi, je courais derrière le vélo, j'étais obligé de m'arrêter. Donc elle a continué et elle est tombée dans les orties. D'accord. C'est une deuxième fois dans les orties. Après, elle a vite appris à faire du vélo. C'était réglé tout de suite. Oui. Et voilà. Et c'est ce genre de choses, comme j'avais commencé à faire du vélo, c'était un peu compliqué, quoi, sur la longueur. Jouer au foot, je ne pouvais pas. Et puis et tout ça, ça, petit à petit, avec le temps, au début, on fait attention. À l'époque, je faisais 55 kilos. Donc, au début, comme tout le monde, on applique les régimes, sans sel, sans sucre. Ouais. Et encore, moi, je n'avais pas été j'allais dire en maison de redressement, mais en maison de convalescence. Moi, j'avais mon frère qui avait fait la crise cardiaque 1 an avant. Et lui, il avait passé 1 mois à réapprendre au niveau alimentaire. Alors, peut-être que c'était dû à mon poids, une chose comme ça, quoi. Donc, du coup, j'ai changé de métier. Je travaillais donc sur Paris même, donc avec les transports, etc. Et comme disait mon médecin, le problématique des transports, on ne se rend pas compte, c'est un stress permanent, en fait. Et donc, je me suis rapproché de mon domicile, en fait, et j'ai trouvé un poste en banlieue, à la D2E 92 à l'époque, à Nanterre. D'accord. Voilà. Et vous avez vécu comme ça jusqu'à combien de temps d'ailleurs? Vous avez vécu comme ça en prenant les médicaments tous les jours, en essayant de respecter un petit peu le régime, on va dire. On va dire 5, 6 ans, quoi. Vous avez eu un autre épisode après? Entre-temps, j'ai fait une deuxième crise cardiaque silencieuse, celle-là. Silencieuse, c'est-à-dire qu'en fait, aux analyses de sang, s'en est aperçu, puisque je l'ai faite au moment où ma femme a eu un cancer du sein. Et donc, forcément, le corps réagit. Et puis, moi, j'étais là pour la soutenir, mais bon, c'est heureusement que c'était silencieux, du coup, et on s'en est aperçu juste aux prises de sang. Et puis après... Vous aviez quel âge à ce moment-là? C'est 2 ans après, quoi. D'accord. Voilà. Et puis, donc voilà. La vie reprend son cours, vous soutenez votre femme s'en sort aussi? Ouais, donc moi je continue, et puis mon travail, quoi, avec des réformes aussi, etc. Donc j'étais responsable informatique, en fait. Donc vous évoluez quand même professionnellement? Oui, moi au niveau du boulot, en fait, les gens qui ne me connaissaient pas ne savaient pas ma maladie. Moi j'ai un exemple typique. Moi j'arrive au boulot, je ne viens pas avec mes soucis, je ne viens pas avec ma maladie.
Les gens le savent parce que j'ai besoin de le dire, j'ai besoin de dire voilà, il peut m'arriver quelque chose, je peux être pas bien, etc. Mais ça, j'ai toujours. Quand on vient au travail, on vient travailler. Voilà. Et puis moi j'ai une anecdote en fait. J'avais une secrétaire qui le lundi matin, si le week-end s'était pas bien passé parce qu'elle avait pas bien dansé, elle avait pas trouvé de petits copains, elle arrivait, nous faisait une tête pas possible et puis elle nous gâchait la journée quoi en fait. Et ce jour-là, un jour, je lui ai dit, écoute, en tant que responsable, j'étais son chef de service, je lui ai dit, écoute, toi, le week-end, il est passé, peut-être qu'il ne s'est pas bien passé, parce qu'elle m'avait un peu raconté, quoi. Je dis, regarde-moi, et elle ne savait pas vraiment, quoi. Je lui ai dit, regarde-moi, je lui explique un peu plus rapidement, voilà, tu vois, avec la maladie, etc. Là, j'ai ma femme qui a actuellement un cancer du sein, qui tous les 2 jours, va passer le chimio à l'hôpital, je cherche son nom, à Paris, là, le grand centre, là. Et continue à travailler parce qu'elle travaille dans une école. Elle se plaint pas et donc on y va quoi. Et tu vois quand j'arrive, j'ai le sourire, je parle gentiment aux gens en tout cas, même si des fois on peut avoir des petits. Puis au contraire, ça aide d'aller au travail, de faire ce qu'on a à faire, ça fait penser à autre chose, ça focalise sur autre chose et ça permet de mieux relativiser les problèmes qu'on a à côté quoi. Voilà, à peu près. Très et là-dessus, à un moment donné, on a eu envie un peu de changer de vie, on fait changer d'air, tout ça. Et on a décidé. J'avais eu l'occasion de venir. Alors, du coup, à l'époque, j'avais la Martinique, mais j'avais aussi le même poste, poste informatique en Martinique, Guadeloupe et pourquoi la Martinique ? Et la Réunion. Et pourquoi la Martinique ? Alors pourquoi la Martinique ? Parce qu'en fait, mon frère aîné, qui avait commencé à naviguer en tant que marin dans la marine marchande sur les cargos, et à l'âge de 17 ans, donc comme élève, et il faisait la ligne Fort-de-France. Et nous, Bordeaux, donc on allait dans les ports de Bordeaux récupérer les bouteilles de rhum, les produits de la Martinique, tout ça. Et on va dire, je buvais pas beaucoup à l'époque, parce que j'étais plus jeune, j'avais 16 ans, mais on avait cette culture un peu... Il y avait déjà quelque chose dans l'air, quoi. Il n'y a pas de hasard, déjà, il y avait déjà une envie. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, dans le Nord, on a notre carnaval, on a ce côté un peu hospitalier et jovial, et puis il y a un truc bête aussi, le d'abord bonjour, qu'on voit ici. Et c'est pas d'abord bonjour dans le Nord, mais dans le Nord, on vous dit, vous rentrez dans un magasin, on dit bonjour. À Paris, c'est même pas la peine. Si vous dites, c'est un peu comme ici, si vous dites pas bonjour, on risque de vous faire la remarque. Très bien. Voilà. Et entre votre deuxième attaque silencieuse et l'événement que vous avez eu finalement, je me souviens plus de l'année. Entre les deux, donc je suis déjà venu en Martinique, en ayant préalablement demandé effectivement à mon cardiologue est-ce que ça pourrait poser des problématiques par rapport à... Alors la Martinique aussi, j'étais un peu attiré par la Réunion au départ, mais la Réunion c'est la montagne quand même, c'est pas tourné vers la mer. Et donc, malgré effectivement qu'ici, il y a la montagne Pelée, etc., mais c'est plus tourné vers la mer. Et je ne pouvais pas, moi, m'imaginer, parce que je marchais, j'essayais de me balader à mon rythme, et je ne pouvais pas imaginer aller quelque part sans pouvoir profiter. Donc, je me suis dit que la Martinique, c'était plus facile pour moi, en tant que malade et insuffisant cardiaque, pour effectivement profiter de la plage, du littoral, vous avez envie de bien etc. vivre, vous avez simplement envie de bien vivre. Mon Dieu, ça passe tellement vite, je réalise. Ouais. Alors, vous avez eu la deuxième attaque, et vous avez eu, à quel moment finalement, excusez-moi, des termes peut-être que je vais utiliser, il y a eu je ne sais pas comment dire, dysfonctionnement ou il y a eu... C'est venu progressivement. Progressivement, d'accord. Parce que le cœur se fatigue en fait, et l'insuffisance cardiaque a augmenté. Donc à un moment donné, je suis passé ce qui est important dans l'insuffisance cardiaque, c'est ce qu'on appelle la fraction d'éjection, qui est le pourcentage de sang qui était expulsé, sang frais, qui était expulsé vers les organes. Et à un moment donné, quand vous arrivez à 30%, là, on vous propose un pacemaker. Donc, il y a une étape intermédiaire qui a été de me poser le pacemaker. C'est en quelle année, ça ? Alors ça, c'était il y a 6 ans, en fait. D'accord, c'est récent, quand même. Les dates, j'ai tendance à... Non, il n'y a pas de souci, la période, il y a 6 ans, donc on y... D'accord. Et, voilà, 6 ans. Et là, j'ai été faire poser un pacemaker pendant mes vacances à Bordeaux, du coup, parce que j'avais mes parents à côté. Et je suis sorti de l'opération, la personne me dit écoutez, monsieur Bouchery, voilà, vous pouvez reprendre un peu de sport. Je suis revenu, et c'est là que j'ai amené ma fille qui voulait faire du sport de combat.
vous savez, les journées des associations. Et on a vu ce petit stand de Krav Maga. C'est vrai que ça faisait un peu peur. Quand vous les voyez avec les photos, comme j'avais regardé sur Internet, tenue militaire, le fusil, etc. Puis non, on discute avec la personne. Donc on va faire un essai. Bon, j'amène ma fille, tout simplement. J'étais même en tombe, je crois. Et puis la personne, le coach, il me dit oui, mais c'est pas parce que vous êtes cardiaque, c'est pas marqué sur votre front, c'est pas pour ça qu'on va vous adresser, vous allez éviter l'agression. Et du coup, j'ai commencé à faire. Il m'a dit, tu me diras, en fonction de ton médecin te dira ce qu'il faut faire, pas faire. Et j'ai commencé le Krav comme ça. Et avec ma fille. Donc, en plus, c'était bien. Ça permettait de partager quelque chose en commun. Et donc, il y a quand même, ça fait ma 5e année, puisque là, avec le Covid. Mais il y a eu à quel moment il y a eu, parce que vous avez encore une autre étape. Alors, 3 ans après la pause du pacemaker, donc 3 ans après aussi, ça faisait déjà 3 ans de Krav Maga. Et c'est pour ça que j'en parle beaucoup du Krav Maga, parce que j'ai fait un stage avec un spécialiste qui était venu de la métropole, qui va actuellement faire vacciner au Lamentin, là, dans le gymnase du Lamentin. Là. Et c'était un dimanche matin, donc j'ai fait un stage de Krav Maga. Et le Krav Maga, nous, on le fait au Trois-Îlets, dans une cour on le fait à 18h. Ah oui, là, c'était dans une salle fermée, il faisait chaud, j'ai lu le livre. Et j'ai vraiment souffert en termes d'hydratation, et je me suis même arrêté avant la fin du stage. Oui, ça, j'ai vu ça. Voilà, et je suis rentré chez moi, et je dis à mon épouse, j'ai pas faim. Et en général, quand je dis j'ai pas faim, c'est que ça va pas. Et petit à petit, la nuit, ça que je commençais. Et à l'époque, il y avait une épidémie de. Ah oui, j'ai vu ça. Une épidémie de gastro. Et je commence à vomir, à gastro. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais pourtant un tensiomètre. J'ai pas regardé. Et toute la nuit comme ça. Et en fait, le matin, ça allait pas. J'appelle SOS médecin. Et la personne elle me dit, mais monsieur, vous êtes à 170. Elle dit, mais ça fait un moment. Et en fait, mes organes étaient en train de se vider, Donc là, intervention. Et en fait, ça faisait à peu près 12 heures et quelques, j'étais... et mon pacemaker, qui normalement aurait dû en fait s'apercevoir de ça, il était calibré pour me choquer à 172, 176, un truc comme ça. Au-delà. Donc, étant resté donc, j'ai pas eu cette alerte du pacemaker, parce que j'avais été déjà choqué 2 fois par le pacemaker, parce que j'avais même fait un AVC avant, donc, etc. Et je me retrouve donc à l'hôpital de la Ménard. Donc là, j'ai fait 3 arrêts cardiaques, ils m'ont relancé 3 fois, et puis petit à petit, ça s'est stabilisé. Mais malheureusement, j'ai eu des staphylocoques. Malgré que ça soit dans un hôpital tout neuf, à l'époque, c'était dans la partie neuve de l'hôpital. Alors moi, les gens m'ont souvent dit, mais pourquoi t'as pas porté plainte ? Moi, je dis non, parce que moi, à un moment donné, quand vous êtes dans une pièce comme ça, je suis resté conscient. Normalement, j'aurais dû être complètement inconscient. Et vous avez 10, 15 personnes qui viennent, etc. Donc, peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un n'a pas mis son gant, on ne sait pas. Oui, voilà. Ça peut arriver. Mais c'est le hasard, quoi. Voilà, bon. Et ça allait mieux. Et puis donc là, le problème, c'est que le staphylocoque s'étant collé sur mon pacemaker, là, on a dit, il faut l'enlever. Sauf que vu l'état de mon cœur, il ne pouvait pas se permettre de le faire ici, parce qu'on m'avait déjà prévenu 1 an avant que prochaine étape, c'était la greffe. Donc vous étiez déjà préparé. Donc... Psychologiquement, oui. Au début, ça a été un peu compliqué, mais quand on me l'a annoncé, parce que les hôpitaux ne sont pas toujours très, très, très malins, parce qu'en fait, j'étais hospitalisé pour autre chose, pour un problème cardiaque. Et c'est dans le compte-rendu que j'ai reçu à la maison 15 jours après que j'ai vu qu'on me conseillait d'aller faire une greffe cardiaque. Alors là, je n'ai pas compris. Puis je faisais du Krav Maga, tout ça, et puis on m'a dit, vous allez être greffé. Donc il faut envisager. Bon. Donc là, je suis rentré à la maison et j'ai été donc transféré sanitaire sur Paris pour enlever ce pacemaker dans un premier temps et essayer de voir si on pouvait faire autre chose. Vous avez eu beaucoup de chance. Ah, oui. Beaucoup de chance parce que vous êtes le retour en plus. Vous avez eu beaucoup de chance finalement quand vous êtes arrivé à Paris parce que vous avez trouvé très très rapidement un cœur.
Voilà, en fait, ils ont essayé de m'enlever ce pacemaker, ils n'ont pas pu. Là, j'ai refait 3 arrêts cardiaques, ils ont tenté 3 fois de l'enlever et 3 fois ça s'est arrêté. C'est là qu'ils ont dit, là, on ferme, on laisse tout, on referme et on va vous mettre sur la liste de greffe. Ils ont discuté de savoir si on me mettait en urgence, parce que là, le cœur était très extrêmement fatigué. Et comme j'avais quand même ce côté vivace et combatif, ils ont dit, monsieur Louchery, on va essayer de vous mettre sur la liste normale, parce que comme ça, si vous avez un cœur assez rapidement, vous aurez un cœur le plus compatible possible, parce que quand c'est dans l'urgence, on prend ce qui arrive. Et des fois, la compatibilité, elle peut être moins bonne. Donc après, ça peut compliquer les suites de la greffe. C'est peut-être ce qui fait que je suis, après 3 ans de greffe, relativement bien. Mais, comment on se sent quand on vous appelle pour vous dire, ça y est, on a trouvé un cœur? Moi, ça m'arrivait à 1h du matin. Du coup, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai été inscrit le matin même sur la liste. Ça fait un peu un choc. Alors moi, je ne me suis pas trop posé la question. C'est quelque chose... J'avais pas le choix, de toute façon. Je savais que j'avais pas le choix. J'ai surtout pensé que j'avais la chance. Pourquoi ? Parce que normalement, je devais repartir d'hôpital avec un gilet, avec un pacemaker incorporé dans le gilet que j'aurais porté. Et puis, si ça s'était un peu compliqué, peut-être que ça aurait été un cœur artificiel. Mais non, et même pas 24 heures. Donc même là, pas 24 heures, j'ai vu ça le 11 décembre, mais on vous appelle pour vous dire qu'on a trouvé un cœur pour vous le 12 décembre. Ouais. Vous vous rendez compte ? Et entre-temps, les petites anecdotes, c'était... je me rappelle, ça m'a marqué un petit peu, parce que c'était... avant, il y avait eu la mort de Jean d'Ormesson et de Johnny Hallyday. Je me rappelle d'avoir pensé, non, Johnny Hallyday, j'aime bien, mais j'ai pas envie de le rejouer tout de suite. Je veux pas vous... Tu chantes trop fort pour moi, bon. Je vais pas te suivre. Voilà. Guy, je vous propose qu'on va revenir sur tout ça, mais vous avez préparé... un panel de photos, et je pense que ça va peut-être mieux illustrer un petit peu tout ce que vous venez de nous raconter. Donc la première photo, c'est une photo, je vous laisse... c'est ce que j'ai voulu montrer, c'était avant la greffe, je suis venu en Martinique pour me marier, et effectivement, comme je disais tout à l'heure, je suis plutôt tourné vers la mer, parce que physiquement c'était plus accessible que la montagne Pelée, même si je l'ai fait une fois, mais que premier niveau. Et puis, je suis des affaires maritimes aussi, j'ai travaillé à la direction de la mer, donc forcément, c'était plutôt la mer. Et puis, comme je disais, le côté carnaval, Tour des Yoles, tout ça, c'est mon côté aussi du nordiste, ch'ti, à moitié ch'ti, qui ressort, et c'est quelque chose que j'aime bien, la culture antillaise, à cause de ça, quoi. D'accord. Deuxième photo qui tranche totalement presque avec la première. Là, c'est le choc. Voilà, ça Deuxième c'est le photo. choc. Ça c'est l'hospitalisation avec... là où je lève la main, c'est la photo que j'ai envoyée après qu'on m'a annoncé que j'avais un cœur. Après, vous voyez les autres photos. Voilà. La photo où je suis assis, c'est 5 jours après l'opération quand même. Parce que moi, mon combat toujours a été de sortir de mon lit le plus tôt possible, quelle que soit l'hospitalisation. Je sais que... Pour moi, c'est comme ça. Je sais que je mange tout ce qui arrive. Et la première chose que je veux, c'est sortir. C'est du lit, c'est bouger, c'est bête, mais aller aux toilettes, etc., d'être autonome. On voit une photo de vous là avec la cicatrice. Voilà, donc là, vous voyez, donc c'est quand même une opération très très lourde. Il faut savoir que le mois qui suit, 15% des personnes décèdent de l'opération, et dans l'année, 30%. Donc c'est vrai que quand vous savez ça, on peut hésiter, mais j'ai pas eu trop le choix. Ça fait combien de temps que vous avez eu la greffe ? Moi, ça fait 3 ans. D'accord. 3 ans, et ça se passe relativement bien, quoi. Voilà. Troisième photo, bien organisée, Guy. Voilà, et ça, pour moi, c'est un moment important, c'est mon retour, parce que quand on est greffé, qu'on est antillais ou habitant des Antilles, je pense qu'au bout de 10 ans, je devais un peu antillais quand même. Bah oui. Voilà. Et donc, c'est la deuxième punition, c'est qu'on vous envoie en métropole, et vous ne pouvez pas revenir pendant 1 an. Pourquoi ? Parce que, comme je vous disais, 30%. Donc, il y a un suivi de greffe qui est hyper lourd au début. Un exemple simple, après l'opération, on vient vous faire une biopsie. Biopsie, c'est on va aller prélever un petit bout 2-3 petits bouts du cœur pour les analyser, pour voir s'il y a un rejet au niveau de la greffe. Et ça, au début, c'est tous les 10 jours. Tous les 10 jours. Tous les 10 jours. Après, tous les 20 jours, tous les mois, et ainsi de suite. Bon, maintenant, j'en suis à tous les 6 mois. Et donc, vous restez en métropole. Donc, double punition. Si vous avez de la famille sur la région parisienne, parce que du coup, de fait, on vous envoie à la Pitié-Salpêtrière.
Bon, ce qui est intéressant pour le cœur, parce que c'est quand même l'hôpital qui fait le maximum de greffes au niveau national. Et moi, ma famille, elle est restée là. Ma femme, c'est toujours pareil, vous avez une maison, elle a un travail, il faut payer les traites, on ne peut pas se dire... des gens lui ont dit, mais pourquoi tu n'as pas suivi ton mari ? Voilà. Et puis ma fille, elle était première année de BTS, pareil. Donc vous avez vécu, vous avez eu de la chance quand même, vous, en fait, c'est que vous étiez avec votre fils. Voilà, j'avais mon fils sur Paris. Gaylord. Voilà, Gaylord, bonjour. Bonjour Gaylord. Mais oui, j'ai lu, j'ai tout lu. Et puis... Mais on va les voir d'ailleurs sur l'une des photos, je crois. Je ne sais pas si c'est la 4e. Oui, c'était Eh ben voilà. Bon, ben là, ce qui est important, hein, c'est l'entourage. Pour tenir, hein, parce que c'est quand même un peu dur, ben voilà, j'ai eu la chance d'être bien entouré. Hein, ma femme, mes enfants, et puis là, donc voilà, ma femme là, vous la voyez ici, là en fait, c'était après ma greffe, c'est la course à la dédette, je ne sais pas si vous connaissez. Et ben là, j'ai marché pendant 12 km et j'ai pas eu de chance ce jour-là parce que j'avais fait la même course une semaine avant, j'avais pas eu mal aux jambes et suite à la greffe, j'ai des problèmes d'artère au niveau des jambes et donc là j'ai commencé et j'ai eu mal. Mais j'ai fini parce que je le faisais au nom de mon association. J'ai fait les 12 km avec la douleur à la jambe, mais je l'ai fait. Et puis, parce qu'à la fin, la DDET avait eu la gentillesse de me donner 1 euro de participation pour chacun des cours. Très bien. Voilà, bon. Donc ça, c'était super. Et puis, il fallait que je finisse de toute façon, parce que c'était pour le don d'organes, quoi, hein, en fait, pour mettre en avant. Donc, voilà. Et donc... 5e photo, je crois. Alors ça, c'est l'association. Donc voilà. Bonne transition. 2 mois après, d'ailleurs, j'avais eu un article dans France Antilles 2 mois après la greffe, hein, puisque j'avais été interviewé par téléphone. J'envisageais déjà d'ouvrir cette association. Comment elle s'appelle, l'association ? Alors, à l'époque, elle s'appelait Greffe du Cœur Martinique. Maintenant, elle s'appelle Thier and Cœur Martinique. Alors, Thier, cœur ou courage en créole. Hein. Le N pour le côté multilangue des Antilles, et puis cœur, Thier and Cœur Martinique, quoi, pour avoir, en fait, du coup, vous avez dans le nom déjà 3 langues. Hein, ça montre bien la mixité des Antilles, quoi. Donc cette page, elle est disponible sur Facebook ? Alors, elle est sur Facebook. Hein, vous tapez soit Greffe de Cœur Martinique ou Thier and Cœur Martinique. Hein, vous tomberez dessus. Malheureusement, c'est relancé juste avant le confinement. Donc, du coup, on relancera tout ce qui est recherche d'adhérents, etc. Le but de l'association, c'est d'aider les malades et aussi les accompagnants. Hein, et de pouvoir, avec les moyens du bord, aider aussi les gens qui peuvent être expatriés du coup pendant une année pour des problèmes de greffe ou autres, des fois pour d'autres maladies. Et puis de montrer que la greffe ça marche. C'est pour ça que j'ai fait cette course. On a fait aussi les 24 heures pour le cancer au mois d'octobre avec la Ligue. Je crois qu'il y a une photo de ça. Oui, il y a une photo. Il y a une photo de vous avec Octobre Rose. Je crois que c'est la suivante. Je reviendrai sur une des photos si c'était possible, celle qui vient de s'afficher sur l'association. On viendra. On va continuer. Voilà. On va continuer. Il y en a une qui est très très intéressante. Et donc voilà. Donc ça repartira avec la greffe. Celle d'après, celle d'avant. Celle-là, je pense que. Celle-là, ouais. Bon, celle-là, voilà, c'est celle-là. C'est la photo où on voit sur un stand, en fait. En fait, vous avez la cardiologue qui me suit. Là, vous avez 3 greffés cardiaques de Martinique. C'est vrai. Voilà. D'accord. Et tous les 3 en bonne santé, hein, et qui vivent leur vie. Le monsieur, il travaille, il est encore livreur. L'autre monsieur, avec la rose, lui, il est à la retraite. Voilà, et donc c'est installé du coup en Martinique un suivi de greffe cardiaque qui est intéressant parce que cette cardiologue, elle vient de la Pitié-Salpêtrière. D'accord, donc elle a l'expérience. C'est très intéressant pendant le Covid parce qu'avant le Covid, on repoussait tous les visites que je faisais régulièrement à Paris parce que j'allais à Paris à chaque fois faire mes visites. D'accord. Voilà. On va poursuivre avec l'heure passe vite, mon Dieu. Oui, voilà. Avec ce message. Je vous ai dit que j'étais bavard. Non, voilà. c'est pas. Le sujet est intéressant et puis bon, on peut pas non plus faire l'impasse sur certaines choses. C'est pas voilà. Non, on n'est pas du tout bavard. Au contraire, vous nous apportez beaucoup de choses. D'accord. Alors,
Là, je vous laisse commenter. Alors là, j'ai attendu 1 an, mais ça c'est pour la première année. En fait, c'est le mot que j'aurais aimé dire à mon donneur, en fait, parce qu'il y a cette notion de donneur. C'est vrai que on vit avec le cœur de quelqu'un d'autre et on l'accepte ou on l'accepte pas. Et psychologiquement, des fois, certaines personnes ont plus de mal que d'autres et ça peut beaucoup de greffés d'ailleurs ont des problèmes après de dépression, des choses comme ça. Après, bon, voilà, ça dépend. Moi, je suis un peu, on vous dit, carré, terre à terre, mais j'y pense, on y pense constamment. Je dis pas tous les jours, mais presque, pratiquement. Voilà, comme je dis, hein, moi, ma vie, elle s'écoule au rythme que j'entends et qui est le rythme cardiaque d'une autre personne, quoi. Hein, donc, voilà. Et donc c'est pour ça que le don d'organes, c'est quand même, ça sauve vraiment des vies. Moi, ça m'a vraiment permis on va en parler là, non seulement de vivre une vie normale, mais d'aller plus loin. Justement, je pense que c'est la bonne transition parce que, alors pour expliquer un petit peu, pour reposer, moi j'ai connu, en tout cas j'ai vu les créations de Guy sur Facebook parce que je suis une passionnée de pâtisserie. Et ces créations, vraiment, à chaque fois que je regarde, je me dis, waouh, magnifique. J'ai eu aussi le CAP, donc je me suis dit, mais ces créations sont magnifiques. Et là, il y a une très très belle page Facebook, du coup, parce que Guy a, je ne sais même pas quel mot dire, mais a l'ambition, je pense qu'il va y arriver, de passer le CAP, pâtisserie et cuisine en 2 ans. Voilà. Pourquoi, justement, cette... j'ai toujours cuisiné. Moi, étant petit, ma mère, comme toujours, hein, souvent la cuisine, ça revient beaucoup à l'enfance. Moi, j'ai aidé ma mère particulièrement sur les gâteaux pour lécher les plats. J'étais un petit peu gourmand. Et puis après, même célibataire au début, tout seul, à 16 ans, 18 ans, je faisais ma cuisine tout seul. Hein, et j'ai toujours cuisiné, toujours aimé recevoir. Il y a aussi de recevoir les gens, ça c'est partager, quoi. Et donc, je cuisinais, mais en tant qu'amateur, mais très très peu de pâtisserie. On restait sur le traditionnel, tarte aux pommes. Cuisine. Mais voilà, pardon. C'est les créations. Donc là, voilà. C'est quelques... Là, c'est la partie cuisine. Oui, la partie cuisine. Donc, c'est très appétissant. Je me suis lancé dans la préparation du CAP pâtissier et CAP cuisinier que je vais passer au mois de juin. Et ce qui est important... la pâtisserie. Quelques-unes de vos pâtisseries, elles sont impeccables. Magnifiques, appétissantes. Non, mais vraiment, on n'a qu'une envie, c'est de les manger. Donc, vraiment, félicitations parce qu'elles sont magnifiques. Et voilà, au délice des 2 cœurs. C'est magnifique en plus. Je sais pas, je trouve qu'il y a un côté poétique. Et puis, quand on connaît bien votre histoire, finalement, tout ça... Oui, les 2 cœurs, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, les 2 cœurs, c'est à la fois, forcément, parce que j'ai 2 cœurs. Quelque part, il y a un petit bout de l'ancien qui est là, qui est conservé, sur lequel vient se greffer le deuxième, donc on est bien à 2 quand même quelque part. Et puis il y a aussi les 2 passions, la pâtisserie et la cuisine. Super. Hein? Oui, j'avais compris. Il y a moi et mon épouse. C'est oui, super. Forcément. C'est magnifique, une aventure. Voilà. Donc c'est venu là. Donc en fait c'est le logo que je veux dans mes futurs projets qui ont un peu évolué, etc. en fonction des événements, parce que ce qu'on appelle de la résilience, moi je rebondis toujours parce que j'ai appris comme ça. Justement, c'est ce que je voulais aborder avec vous avant qu'on termine l'émission. La question est libre, mais après on va aborder. Qu'est-ce que vous faites finalement pour bien vivre simplement? Après tout ce que vous venez de me raconter, je me dis mais wow, la vie, vous avez une vie... c'est même pas atypique, c'est même plus un mot atypique que je dis employé. Vous avez une vie... Mais encore, j'en ai oublié. Oui, je suppose. Je suppose que vous avez dû faire beaucoup de raccourcis. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour bien vivre simplement? Alors ça m'est plus facile depuis la greffe, peut-être. Mais la première chose à faire, c'est d'accepter. Il faut accepter sa maladie, son handicap. Les choses que j'ai eu plus de mal sur la partie handicap. J'aurais pu être classé handicap du travail depuis des années. Je l'ai fait que dernièrement. Il faut accepter. Après, il faut se combattre. Il faut être là. Il ne faut pas se laisser rattraper par la maladie. Et puis il faut s'entourer. Voilà. Moi, je vois toujours le bon côté des choses. Sans humour aussi. Oui, j'essaie toujours. Même des fois l'humour un peu gros. Non, mais je vois toujours la partie positive. C'est pas facile pour tout le monde.
Moi, je le vis avec mon épouse aussi, qui, elle a vécu la grève d'une façon, en fait, psychologiquement, elle a eu plus de mal que moi, psychologiquement, à accepter. Au début, elle ne pouvait pas te toucher. Elle ne pouvait pas regarder la cicatrice. C'est pas... Elle m'a dit, mais tu mets, c'est pas ton cœur. Mais si, mais ça n'a rien changé. Oui, parce que le cœur, voilà, ça les questions qui peuvent se poser, quoi. Voilà. Et puis j'ai changé. C'est vrai. J'ai changé ma façon, comme je disais, je suis devenu très bavard, des choses comme ça. Alors, on ne sait jamais si c'est dû, on parle toujours du cœur d'un autre, etc. Mais je pense que les événements vous formatent, c'est la vie, c'est ça. Vous allez d'événement en événement, qu'ils soient heureux ou malheureux. Hein, la question est bizarre, mais vous êtes mieux maintenant qu'avant? Alors, je suis plus zen. C'est vrai. Beaucoup plus zen. Parce que maintenant, effectivement, j'accepte les choses comme elles viennent. Et là, c'est là que vous parlez de la résilience par rapport à la situation actuelle, par rapport aux personnes qui doivent peut-être souffrir, qui doivent souffrir, sans doute, la résilience. Là, il faut accepter les choses, mais il faut aussi avoir un petit côté, on dirait... il faut un peu taquiner un peu Je veux dire, moi, je suis greffé. Personne vulnérable avec le Covid. Moi, je suis dans beaucoup de groupes de Facebook sur la greffe. Il y a des greffés qui, depuis le Covid, se sont enfermés chez eux, quasiment. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai fait attention, forcément, encore beaucoup plus attention que les autres, mais ma femme est assistante maternelle. C'est-à-dire que des enfants viennent à la maison tous les jours. Avec les risques, donc dès qu'il y avait confinement, moi, je n'approchais pas les enfants, des choses comme ça. Mais dès que les restaurants ont ouvert, moi, j'étais au restaurant. Vous profitez de la Voilà, vie. c'est pas parce qu'il y a un risque, je ne vais pas taquiner le sort, mais en faisant attention, on peut quand même, à côté de ça, essayer de vivre les choses le mieux possible. Parce que si vous ne faites pas petit plaisir, comme un petit resto, une petite chose, puis quand on vous interdit d'aller au restaurant pendant... y aller, ouf. Voilà. Et c'est ça, il faut... C'est difficile, parce que là, même physiquement, des fois, j'ai des moments où ça ne va pas du tout. J'ai fait un rejet au mois de juillet de greffe. Derrière, j'ai fait une dingue, j'ai perdu 8 kilos. Positivé. Il y a des événements, mais j'essaie de les vivre avec le sourire. Très bien. Et je sais que quand je vois que j'arrive au CHU, le sourire des infirmières, « Oh, monsieur Roucherie, comme vous allez bien !» Voilà, les gens, ils ont le sourire quand ils me voient. Et ça, déjà, c'est bien. C'est vrai, je le confirme, parce que, comme je vous disais, on arrive à la fin de l'émission. Déjà, vous avez vu comment ça passe vite oui, aussi? Ça passe très, très vite. Je lui disais ce matin, je sais pas, quand on est à côté de vous, on a l'impression d'être à côté de quelqu'un d'exceptionnel. Je sais pas, vous dégagez quelque chose et vos yeux, voilà, votre émotion, votre sensibilité, même dans votre écriture, je sais pas, vous donnez quelque chose. Et en tout cas, moi, je tenais à vous remercier parce que vous m'avez donné beaucoup de choses. Et j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir lire. Vous allez me faire pleurer en plus. J'ai eu la chance et l'honneur. Il est sur mon site. De lire votre livre et vraiment ça m'a reboosté et vraiment merci. Merci pour tout ce que vous donnez. Parce que une émission comme ça fait parler du don d'organes. C'est important. Et puis surtout. Voilà. Et en tout cas, moi, je serais très heureuse de vous inviter traiteur à domicile chez moi. Vous avez déjà noté un client. En tout cas, merci beaucoup. Merci encore à Guy. Et si vous avez des renseignements, peut-être que les spectateurs ont besoin d'avoir des informations sur la greffe du cœur, est-ce que vous avez une page Facebook, comme on l'a dit, juste la rappeler? Oui, il y a une page Facebook qui s'appelle donc le Thiers Cœur Martinique. En principe, si vous faites greffe de cœur Martinique, vous allez tomber sur l'ancien site et ça va vous... D'accord. Et Guy aussi a une page Facebook, donc je vous invite aussi à aller. Elle est publique, la page. Vous allez voir toutes ses créations, toutes les informations qu'il diffuse. Mais voilà, on arrive à la fin de l'émission. Je n'arrête pas de dire merci, mais je crois que c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Et que Guy aura su en tout cas vous rebooster, vous donner beaucoup de courage pour tous les événements que vous pouvez vivre au quotidien. Merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir.